Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre premier point lecture de mai. Donc comme d'habitude, 4 livres chacune, enfin 4 livres en tout, 2 chacune, je vais y arriver. Et c'est le point lecture numéro 44, donc et bah écoutez... Ah ça, dis donc! Alors moi j'ai un début de saga et une suite de saga et toi tu as... Moi pareil, j'ai un one shot et une suite et fin les amis de saga. C'est parti! Eh oui, c'est parti! Donc moi en premier je vais vous parler de Lexstone, donc de Sarah Rivens aux éditions BMR, donc rien d'impressionnant pour vous, c'est une dark romance que vous voyez passer certainement partout sur TikTok, puisque voilà, TikTok c'est le réseau de la dark romance, si je peux me permettre. Ou de la romantaisie tout court. Ou de la romantaisie tout court. C'est vrai que bon, moi j'avais lu Captive, donc forcément je me suis dit qu'il fallait que je lise Lexstone de la même autrice, voilà. D'ailleurs, petit point, parce qu'elle les relie aussi dans l'histoire. On revoit Asher notamment, et Ben aussi, Kira, enfin bref. Donc des protagonistes que tu aimes bien. Des protagonistes que j'ai beaucoup adoré dans Captive. Donc Iris, c'est une étudiante qui doit payer du coup ses frais de scolarité. C'est lourd, hein. Et en fait, de base, c'est à son père de les payer. Sauf que on apprend que c'est son beau-père qui va le faire pour elle. Sauf que elle, du coup, en fait, elle peut pas les payer puisque en fait, elle n'a pas d'argent. Il faut qu'elle retrouve un emploi, forcément pour payer ses études. Les études, ça coûte cher. Hein. Et en fait, elle a un ami qui s'appelle Cody et qui est un peu le dealer de drogue dans les soirées étudiantes, ça, c'est pas bon signe tout ça. Il lui dit qu'il y a une boîte de nuit qui recherche justement des serveuses et forcément, elle va y aller puisqu'elle a besoin vraiment d'argent, donc pour se nourrir, etc. Donc forcément, elle va prendre ce qu'elle trouve, tu vois. Donc c'est plutôt logique et donc elle se rend à cette fameuse boîte de nuit. Où il se passe tout un tas de choses et dont où elle rencontre justement le fameux Kay. Voilà, je vous épargne certains détails puisque sinon je vais trop rentrer dans les détails comme Cody qui mentionne Lexstone durant une soirée. Enfin voilà, je vous mets certains détails puisque apparemment je dis trop de choses en général. Mais parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, c'est très intéressant. Vous vous en doutez que Kay, il est, c'est de la dark romance donc forcément. Il est pas forcément gentil, il vit dans un monde de tueurs, enfin tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà, c'est un milieu assez particulier quand même, hein, exactement. Qui est pas recommandé pour une jeune fille qui suit des études, hein, logiquement. Voilà, exactement. Et puis, j'aimerais pas savoir mes enfants comme ça non plus. Déjà, le milieu de la boîte de nuit, c'est un peu space. Écoute, Kay, en fait, de base, c'est un mercenaire qui tue contre de l'argent, forcément. Voilà, t'as dit le mot mercenaire, déjà, ça fait peur. Et forcément, voilà. Mais sauf qu'au début, elle ne se doute pas que Kay est Lexstone, donc elle va le découvrir au fur et à mesure. Il se passe quelque chose, bien sûr, par rapport à elle, dans le milieu où lui il traîne. Je n'en raconte pas plus, sinon je vais vous spoiler, bien évidemment. Bien sûr, elle va faire d'autres rencontres parmi eux. Tu es sage aujourd'hui, dont Jacob. Qu'est-ce qui te prend? C'est parce que c'est bientôt ton anniversaire? Je ne sais pas, mais j'ai envie de... Mais en fait, c'est parce que, voilà, comme je parle beaucoup en général, j'essaie de rester, voilà, très... Mais on aime que tu parles beaucoup. Parce que sinon, je vais vous révéler vraiment ce qui se passe dans le livre, et ce serait pas le but. Mais je peux vous dire encore qu'elle rencontre Jacob, qui est... on va dire le meilleur ami de Kay et qui va lui donner certaines informations justement par rapport à lui pour qu'elle le comprenne mieux, etc. En fait, vous allez suivre après leur aventure et du coup la romance, puisqu'on s'en doute Kay et Iris voilà. Vont peut-être se fréquenter. Peut-être, mais sachez que c'est un peu un ennemi to lover, on va dire entre guillemets, puisque, et il faut savoir quand même qu'il la kidnappe, hein, voilà. C'est très sympathique. Il la kidnappe, donc voilà, un amour assez... non, assez compliqué quand même. Voilà, il la kidnappe, c'est toxique. Se retrouver kidnappé et aimer son bourreau, bon, d'accord. Non mais pourquoi pas. En vrai, l'histoire, elle est bien ficelée, même au niveau, je vous dis, du monde dans lequel lui il vit et dans lequel elle est précipitée justement. Donc du coup, on arrive à comprendre le pourquoi du comment. À la fin, il se passe une chose très importante. On apprend plein de choses aussi de ce côté-là. Et on a envie justement d'aller vers le deuxième tome. D'ailleurs, on attend le deuxième tome parce que j'ai hâte qu'il sorte. Voilà.
Donc vous l'aurez compris, Patience. c'est une très bonne histoire, il n'y a pas à dire, j'ai été conquise par ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Tu lui mettrais combien du coup? Je lui mets 5 et alors je sais pas si c'est un coup de cœur ou non, mais il en est très proche, sachez-le. Voilà. Et est-ce que par rapport à Captive, c'est... parce que t'avais bien aimé aussi Captive. J'avais adoré Captive. Voilà, donc est-ce que celui-là tient la route Bah, en fait, je les mettrais au même niveau parce que j'adore les deux. D'accord. En fait, j'adore les deux. J'adore l'histoire de Asher et de Ella, mais j'aime bien aussi celle d'Iris et de Kay. Donc, sachez quand même que c'est une histoire assez drôle quand même. Il y a un peu d'humour. On va pas se cacher, c'est très drôle. Notamment une phrase que Jacob dira à Kay et de dire à Iris, qui est assez drôle, rappelle-toi, je te l'avais dit. Hein. Donc ça fait assez... Enfin, ça a tourné beaucoup hein, sur les réseaux, etc. Et j'avoue que c'était très drôle. Il y a un petit peu d'humour comme ça caché, un petit peu de rêve, même musical, enfin bref, tu vois. Non, c'est vraiment bien ficelé, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que, bah voilà, Sarah Riven, c'est quand même une autrice qui s'est fait découvrir sur un site internet, hein, Ouais. sur Wattpad, forcément. On pourrait penser pour certains que c'est de la littérature de gare, que c'est pas forcément assez bien écrit, mais vous pourrez être étonné quand même de savoir que si tout coïncide, l'histoire elle se suit, tout est cohérent. Non, franchement, c'est chapeau. Ouais. Non, mais... Et pour de la dark romance, ça me donne envie de lire d'autres dark romances, voilà. Et de lire le 2. D'ailleurs, je tiens à dire que la dark romance est interdite au moins de 18 ans, mais quand même que c'est... Enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien, et j'avoue que je suis très curieuse de connaître d'autres auteurs ou autrices qui écrivent de la dark romance. Moi, pour mon premier, ce sera donc La bibliothèque ambulante des Appalaches de Kim Michelle Richardson aux éditions Charleston. Donc ce livre n'était pas dans mon programme de PAL, mais il m'a fait de l'œil et je dois dire que j'en suis ravie de m'être laissée tenter par ce roman. Alors on est dans le Kentucky en 1936. Il est très beau, en fait. Oui, Voilà, il est très beau. Moi j'aime bien les couleurs et puis cette jeune femme reflète assez la petite protagoniste qu'il y a dans ce livre. On va suivre donc Cussy Marie Carter qui a à peu près 19 ans si mes souvenirs sont bons. D'abord je dois quand même vous expliquer que avant de parcourir les bois ou au dos de sa mule avec tous ses bouquins, elle a dû passer des tests pour obtenir le poste que l'État lui a octroyé puisque l'État de l'époque dans cette partie des États-Unis veut faire lire la population et donc met en place un système qui fait que certaines personnes traversent de longues distances pour apporter des livres à certaines personnes qui n'en ont pas la possibilité. C'est ce que va faire Cussy. Elle va obtenir l'autorisation pour le faire et je dis autorisation dans le sens où elle a quand même réussi les tests, mais il faut savoir qu'elle est un sang bleu, comme on les appelle. Les peaux bleues exactement. Donc elle est originaire du Kentucky, mais de par ses ascendants, le premier peau bleue vient de France. Donc je ne m'étalerai pas sur cette particularité de peau. Je vous invite à aller faire des recherches, vous aussi. Oui, et puis ça, ils vont nous le dire, non, aussi oui, il nous en parle un petit peu, mais je préfère accentuer plutôt l'aspect plutôt raciste qu'elle subit, puisque au même titre que les gens qui ont la peau noire, du coup elle a la peau bleue et elle subit les mêmes torsions, les mêmes moqueries, les mêmes discriminations, absolument. Et donc tous les postes ne leur sont pas accessibles. Tous les lieux non plus. Donc même et puis les gens sont très méchants. Sont très méchants et très ils mettent des bâtons dans les roues. Ils sont très méchants tout au long du livre. On va nous narrer une jeune fille qui va se battre à tout moment et avec tout le monde pour, dans le bon sens du terme, hein, bien sûr, elle n'y met pas les points, si ce n'est qu'il y en a certains ou certaines qui le mériteraient dans le livre. Elle subit donc quand même du racisme par rapport à sa peau et elle va se battre pour ça et elle va se battre pour avoir ce poste qui quand même par rapport au racisme, mais c'est juste un exemple, par exemple elle ne peut pas rentrer entièrement dans l'endroit où on stocke les livres parce que il faut qu'elle passe par la petite porte, faut pas qu'on la voie, enfin il y a tout un système pour ces gens de couleur. Oui, mais du coup ce système là pour par exemple si elle rentre dans une bibliothèque,
Elle peut pas avoir tous les livres, du coup, comment elle fait? Alors c'est un système qui fait que en fait les villes s'échangent les livres. Ça arrive par carton, enfin par caisse. Ouais. Ils appellent ça des caisses à l'époque puisque les cartons n'existent pas. Et donc les caisses, il faut les ouvrir, les trier et puis ramener certains bouquins à certaines personnes. D'accord, ok. Donc de par ce triage, elle amène donc des livres à des gens en très haute montagne, en tout cas dans ces Appalaches comme ils les appellent. Et de ces personnes, donc ces clients, il y en a certains qui vont devenir au fil du temps ses amis. C'est un point important puisque de ces amis-là découlera certaines situations aussi bien cocasses que tristes dans ce roman. À un moment donné, elle a un client qui s'appelle Jackson. Et Jackson, ça va être... Une petite amourette. Un homme qui... Non, je dirais juste que ce sera quelqu'un qui va compter énormément dans sa vie. Ah. Voilà, je n'en dirai pas plus. Oui, parce que tu veux pas le dire. Donc, Jackson, pareil, va être amené à être quelqu'un qui va donc compter, comme je l'ai dit, dans sa vie, mais justement, il va la défendre sur certains points et à un certain moment, il va se passer quelque chose de très important et tous ses amis seront là pour la soutenir et lui aussi. Voilà. Et surtout lui. Voilà, surtout lui. Bon, je dois dire aussi, et j'ai oublié de vous le dire, qu'au début du roman, donc elle vit avec son papa. C'est très important parce qu'ils sont très liés, ils s'aiment beaucoup. Son papa travaille dans les mines et il est très malade. Voilà, donc c'est... Oui, mais si elle est très malade et qu'elle part comme ça, c'est parce qu'il est plus là, on est d'accord? Si, il est encore là quand elle obtient le poste. Et c'est très important dans le sens où je précise ce genre de choses, c'est parce qu'en fait, il y a un peu besoin quand même d'argent à la maison. Et le fait qu'elle obtienne ce travail qui est quand même relativement bien payé pour l'époque... et qui est accessible aussi aux femmes, hein, disons-le, hein, on est quand même en 1936, donc c'est quand même important, tous ces points-là, tous ces critères, et c'est très important pour lui et puis sa fille, hein, qui ait un petit peu plus d'argent qui rentre dans la maison, c'est pas un mal. Donc en tout cas une très belle histoire. J'ai beaucoup aimé La Plume que je ne connaissais pas, donc une autrice que j'ai découverte et que je pense que j'aimerais à un moment donné lire ce qu'elle a fait d'autre, si elle en a fait d'autres. Je m'y suis pas penchée. Alors je mettrai 5 parce que c'est très bien écrit. Il y a eu quelques moments où c'était un petit peu lent, mais ça c'est mon propre avis. Mais sinon, parce que c'est une histoire toute douce. C'est malgré les torsions, malgré les embûches qui viennent sur sa route, je dois dire que quand même c'est un roman très doux. Hein, on n'est pas dans de la violence comme on pourrait l'entendre, on est plutôt dans de la violence sourde, comme on sait si bien le faire nous les humains. Psychologique. Voilà. Donc c'est un roman très fort, je trouve, dans ses thèmes. Donc voilà, je vous invite à aller le lire si vous avez envie de découvrir un peu les paysages des Appalaches qui sont très beaux. Et puis cette histoire très particulière de cette petite Cussy à la peau bleue. Et voilà, c'était très intéressant de découvrir son histoire. Donc moi ensuite je vais vous faire mon avis sur le deuxième tome, donc Un palais de colère et de brume de Sarah Gémas aux éditions La Martinière. Donc comme vous pouvez vous en douter, c'est le deuxième tome, il s'est passé beaucoup de choses dans le premier, donc je vais vous dire un peu ce qui s'est passé pour que vous puissiez comprendre. Donc rappelez-vous, il s'est passé quelque chose avec Amaranta, rappelle-toi. Oui. Le pays a été sauvé à la fin du premier tome par les grands seigneurs des cours qui existent dans le monde. Donc elle est revenue à la vie, sauf qu'elle n'est plus mortelle, mais immortelle. Ils lui ont donné en fait... il doit y avoir une contrepartie, je pense. Non, grosso modo, en fait, déjà elle était mortelle, et elle est pas si mortelle, ça lui plaît pas forcément. Mais en même temps, c'est la contrepartie pour revenir à la vie. Et en plus de ça, les grands seigneurs donc des cours lui ont donné un certain pouvoir qui leur appartient.
tu vois. Donc elle y a gagné, quelque part. Donc elle a gagné des pouvoirs en même temps. Elle et est immortelle, elle a gagné des pouvoirs, c'est intéressant. Cependant, vous vous en doutez bien que dans ce deuxième tome, il va falloir qu'elle apprenne justement à vivre avec son immortalité, à accepter le fait qu'un jour elle ne mourra jamais, et qu'elle apprenne à vivre avec ses pouvoirs aussi, et à découvrir ce qu'elle est capable de faire. Donc tout un entraînement, évidemment, on s'en doute. Une adaptation psychologique. Exactement, mais parlons aussi de la relation, parce que c'est quand même très important dans l'histoire, de sa relation avec Tamlin, souvenez-vous, Oui. le grand seigneur de la cour du printemps, donc qui sont tombés amoureux dans le premier, sauf que en fait leur relation là actuellement au début de l'histoire bat de l'aile, puisque en fait Tamlin veut la surprotéger et l'enfermer dans son palais et qu'elle n'en sorte jamais, même pas pour peindre ou pour sortir voilà, aller se promener ni quoi ni qu'est-ce, elle ne peut pas. Voilà, donc elle se sent étouffée, elle n'arrive pas à accepter, on va dire, entre guillemets, le fait qu'elle soit immortelle, elle connaît pas ses pouvoirs, elle se sent un peu seule, oppressée, elle voudrait être libre, pouvoir faire ce qu'elle veut, etc. Même si, bon, c'est vrai, elle court un grand danger, puisque, voilà, c'est quand même, voilà, bon, bref, c'est l'héroïne principale de l'histoire, donc vous vous en doutez. Et en fait, c'est là que c'est assez marrant, puisque elle doit quand même épouser Tamlin, puisque, bah voilà, il l'a demandé en mariage. Oh, tant mignon! Ils ont préparé le mariage, et au moment du mariage, il se passe quelque chose, donc je vous dirai pas trop quoi non plus, et devinez qui fait son apparition. Tadam! Celui que j'ai adoré dans le premier, et que je savais, quelque part au fond de moi, qu'il allait revenir. Qu'il allait revenir. Nous parlons bien évidemment de Rhysand, le grand seigneur de la cour de la nuit, qui va, rappelez-vous, elle a un pacte avec lui pour sauver sa vie et celle de Tamlin dans le premier, où elle a un tatouage qui dit que... Donc ça fait un petit triangle amoureux, tout ça. Une semaine, je crois que c'est tous les mois, pendant une semaine, elle doit venir vivre chez lui à la cour de la nuit pour honorer justement ce marché qu'elle a passé avec lui. Sûr. Sauf que du coup, lui, en plein mariage, débarque, récupère Feyre et disparaît avec elle à la cour de la nuit. Donc à ce moment-là... T'imagines la tête de l'auteur. Donc à ce moment-là, elle se retrouve donc chez Rhysand. Bien évidemment, ça va pas, puisque de toute façon, avec Tamlin, ça ne va pas, et bah, ça la désole. Ce qu'elle est, voilà, elle a du mal à appréhender ce qu'elle est, forcément. Donc on comprend un peu ses déboires, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, Rhysand va un peu la ramasser à la petite cuillère, on va pas se mentir. Oh, mais il va être content de la ramasser. Mais en fait, il joue un peu au chien et au chat, ces deux-là. En fait, depuis le départ, on sent que Rhysand y tient quand même une façade d'assez... de méchant, puisqu'il a été avec un Amaranta. Oui, il fait le rustre, mais bon... non, mais en fait, on nous décrit... Il a un petit cœur. En fait, on va dire qu'on nous le déploie comme le méchant de l'histoire, puisque c'est le grand seigneur de la cour de la nuit, que... Voilà, c'est le plus... bien qu'il a. C'est le plus puissant des grands seigneurs, c'est lui qui a tué le père de Tamlin, enfin bref, plein de choses comme ça. Enfin, il y a plein de rumeurs qui courent à son sujet, comme, je ne dirais pas le gros mot qui désigne ce qu'il a été pour Amaranta, qu'on dit dans le livre. Non, faut pas dire. Mais si, mais ça on le sait, mais je peux pas dire le gros mot, donc je le dirai pas, hein, voilà. On va se faire gronder après. Wow. Mais en fait, du coup, elle va honorer du coup son marché avec lui, et elle va venir une semaine, puis elle va revenir une semaine le mois d'après, je crois, ou c'est tous les 3 mois, je sais plus trop. Et en fait, petit à petit, elle va découvrir la cour de la nuit. La cour de la nuit qui est différente de celle de la cour du printemps. Elle va se sentir beaucoup plus libre. Parce qu'en fait, Rhysand, il est pas là pour l'attacher. C'est-à-dire que dans son palais, dans le palais de Tamlin, elle se sent enfermée et oppressée. Et elle n'a pas le droit de sortir, alors que là... Parce que l'autre, il a peur, donc il lui donne quelque part tout ça, et il la surprotège. L'autre, il lui fait... En fait, Rhysand... Il fait confiance. En fait, Rhysand, elle dit à un moment donné que, en fait, elle est prisonnière de Rhysand parce que, à cause du marché, mais elle peut vivre pleinement en sortant de là où elle est, etc. et découvrir justement le monde, etc. Et lui, justement, ne la bride pas par rapport à ça. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, puisqu'on va en apprendre plus, du coup, sur Rhysand et sur la cour de la nuit, sur ses compagnons aussi, et sur lui-même aussi, forcément. Moi, j'aime beaucoup Rhysand. C'est mon personnage préféré. Je pense que pour beaucoup de monde, c'est leur personnage préféré. Dites-nous en commentaire si c'est le vôtre. Mais moi, je préfère Rhysand. Bien évidemment, vous vous en doutez,
Elle va vite changer de bord puisque Tamlin ne lui convient pas. Elle va se rendre compte qu'en fait elle aime pas vraiment Tamlin, mais qu'il y a peut-être un truc avec Rhysand. Sauf que je vous dirai pas si elle finit avec Rhysand dans celui-là ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle va se découvrir aussi par la même occasion, ses pouvoirs, ce qu'elle est capable de faire, etc. Elle va s'entraîner. Il va se passer des choses puisque Tamlin va vouloir la retrouver aussi, puisqu'à un moment donné, en fait, elle ne rentrera plus à la cour de printemps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Rhysand va venir la chercher, mais ce sera pour de bon. Parce que c'est elle qui l'a décidé. D'accord, et en fait, ce sera plus par le pacte. Ils vont croire que c'est justement Rhysand qui la détient, mais en fait elle va envoyer un message à Tamlin en lui disant que c'est de son propre chef qu'elle est partie et qu'il faut pas qu'il la cherche. Sauf que lui il va faire tout le contraire, bien évidemment. Donc découle aussi plein de choses par rapport à ça. On n'oublie pas aussi qu'il y a une guerre qui est imminente dans le livre, aussi du côté fantastique, par rapport aussi à le fait qu'elle est revenue à la vie, etc. Enfin bref, tout ça je vous laisse le découvrir si vous avez pas encore lu à Cotard, mais c'est un peu comme un Outlander, j'imagine que je suis assez en retard sur les sagas, donc je pense qu'il y en a certains qui ont lu à Cotard bien avant moi. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je lui mets 5, cette saga franchement, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien. Mais j'ai hâte de lire le 3e, d'ailleurs vous l'avez vu, il est dans ma palle de mai. J'ai qu'une envie, c'est de le dévorer, voilà. Pour mon second et dernier, donc ce sera le tome 3, Les Pionnières, un rêve à portée de main de Anna Jacobs, donc aux éditions de l'Archipel. Voilà, donc c'est un 3e tome, une fin, que je vais essayer de pas trop vous en dire pour pas trop spoiler non plus, si ce n'est que dans une autre vidéo, je vous avais laissé avec Malaki, donc en Australie. Je reviens sur Malaki parce qu'en fait, on va pas du tout nous narrer quoi que ce soit sur les 3 sœurs qui ont été les protagonistes du 1er et du 2e. Là, on va nous narrer donc l'histoire de la maman de Malaki qui était, souvenez-vous, mais je sais plus si je vous l'avais dit pour pas trop vous spoiler, qui était donc restée, elle, à son tour, en Angleterre, en Grande-Bretagne. Oh, mais du coup, t'as la fin de filles ou pas Bah non, de toute façon, la fin, on l'a dans le 2e, hein, c'est-à-dire que elle se retrouve, mais ça je vous l'avais pas dit, puis pour pas trop spoiler, à savoir comment et si elles vont rester unies, ça je vous le dirai pas non plus, si ce n'est que dans celui-ci, dans cet opus-là, ce sera donc l'histoire de la maman de Malaki qui va nous être narrée. Donc sa maman c'est Anna. Anna qui est restée avec son fils aîné Lemuel, puisque c'est lui qui a hérité de la maison lorsque son père est décédé, et non pas elle. Donc il l'a gardé sous son toit, et Malaki, je vous en ai parlé un petit peu, est parti parce qu'il ne voulait pas être sous le joug de son frère et de sa belle-sœur, Patty. T'as l'air de l'apprécier, c'est fou. Du tout. Du tout. Elle est aussi désagréable qu'ennuyeuse et puis odieuse. Il y a d'autres qualificatifs que je pourrais nommer pour cette personne parce que c'est un personnage désagréable au plus haut point. C'est une personne qui va tout faire pour rendre la vie impossible à Anna, si bien que elle lui demande d'être sa bonne, sa botte. Elle prend sa belle-mère pour son esclave. Et en sachant quand même qu'elle est sous son toit d'origine. Il faut le savoir. Mais mademoiselle étant enceinte, ayant un autre enfant en bas âge, et puis il y a d'autres péripéties qui vont arriver, mais je vais pas tout vous dire. À un moment donné, Anna en aura ras-le-bol, qu'elle va vouloir un peu fuguer, puisque elle n'a pas de toit, elle n'a pas d'argent, puisqu'elle n'est pas payée pour tous les services rendus. Quand elle demande un petit peu d'argent à son fils, parce qu'elle veut s'en aller, elle veut trouver un travail, elle veut être rémunérée. En fait, c'est pas qu'il est... c'est pas que c'est un non catégorique, mais il lui fait comprendre à sa mère que, elle vit sous son toit, donc elle est nourrie, logée, blanchie, lui, il veut qu'elle reste sous son toit, mais pas forcément lui donner la rémunération. Donc ça l'ennuie très fortement. Donc elle cherche un travail, ce qu'elle ne va pas trouver tout de suite, parce que l'autre va lui mettre des bâtons dans les roues. La Patty, parce qu'elle connaît tout le monde, et puis elle fait une réputation super sympa. Très désagréable de sa belle-mère, en faisant colporter des ragots, elle est pas bonne à rien, ou alors elle est un peu fofolle, ou alors ci, ou alors ça. De toute façon, tous les ragots sont bons à colporter pour faire une réputation désagréable de Anna.
Et donc Anna va décider à un moment donné, donc la première fois ça va pas fonctionner, et la deuxième fois ça va fonctionner, elle va réussir à partir. Ça va être très difficile pour elle de partir comme ça sans rien, hein, il faut bien se le dire. Elle va trouver sur son chemin, elle va tomber en tout cas sur le chemin de Nathanaël et de ses enfants. Mais je ne vais pas tout vous dire parce que ça c'est une grosse partie de cette histoire. Et tout ce que je peux vous dire c'est que cette personne, donc Nathanaël, va au début se servir d'Amma comme Amma va se servir de Nathanaël, c'est-à-dire qu'ils vont faire un échange de bons procédés, ils vont s'aider mutuellement pour leurs problèmes respectifs. Donc elle va être considérée comme fugitive. Je vous donnerai pas les détails, mais ça va très très loin. Ça va très très loin dans la position d'Anna. Elle est recherchée, etc. Donc je n'en dirai pas plus. Je vous laisse découvrir le processus. Et Nathanaël, c'est un peu la même chose. Il a quand même quelques ennuis avec son propriétaire terrien qui lui fait des misères constamment, surtout depuis que sa femme est morte à cause du propriétaire terrien. Donc il est seul avec son fils et il a quelques ennuis avec tout ça. Donc ils vont s'aider mutuellement. Et c'est une très jolie histoire, c'est une très jolie fin. Je m'attendais pas à ce que ce soit focalisé sur cette maman dans ce 3e tome, mais j'avoue que je me suis étonnée à bien rentrer dedans, donc j'ai continué, hein, parce qu'au début je me suis dit tiens c'est bizarre, je revois pas les filles, et puis en fin de compte je n'en ai pas eu trop besoin parce que l'histoire elle est assez sympatoche. Et tu les revois quand même? Si, on nous parle de temps en temps de Malaki, de tout ça, mais c'est très furtif. Voilà, on retourne pas en Australie de toute façon dans cette dernière partie de trilogie. Mais c'est quand même une histoire assez sympathique et j'ai passé un bon moment avec Anna et puis tu lui mets combien Nathanaël. Je lui mets 5, c'est très bien écrit. Je me suis pas trop ennuyée du tout à découvrir cette histoire puisque comme elle concordait pas avec les 2 autres, je me suis dit voilà, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir me raconter sur cette maman. Et puis finalement non, c'était très très intéressant. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux et tous les liens sont en description. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube en activant la cloche. On vous fait plein de bisous, on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien, lisez bien, des bisous. Bye bye.